La salle de bal entière devint silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur un unique point de mouvement. Le général Thorne, le père du marié. Un général 4 étoiles décoré qui se tenait maintenant avec un air d'émerveillement naissant et indéniable. Il se pencha vers son fils Michael, et je pus tout juste distinguer le murmure pressant et étouffé. Michael, c'est Spectre, l'analyste du briefing de la GSOC. Le sourire détendu de Michael s'évapora, remplacé par un choc pur. Le général se tourna alors, sa posture droite comme un nid, et commença à marcher, pas vers la mariée, pas vers son fils, mais vers moi. Il s'arrêta directement devant mon siège à la table de la demoiselle d'honneur, claqua ses talons ensemble avec un bruit semblable à un coup de fusil, et exécuta un salut parfait. Sa voix retentit avec un respect que je n'avais jamais entendu de ma vie. « Madame, l'honneur est pour nous. » Je vis le visage de ma sœur de l'autre côté de la salle, son sourire suffisant s'effondrant en un masque d'incrédulité horrifiée. 30 minutes plus tôt, ce même sourire était fermement en place. Ma sœur Chloé, l'enfant chéri de la famille, qui maniait son charisme comme un bouclier, prononçait son discours de mariage, elle leva sa flûte de champagne, les yeux pétillants, et un toast spécial pour ma grande sœur et demoiselle d'honneur, Eva. Elle me lança un sourire tout tendant, un regard de pitié exercé qu'elle avait perfectionné pendant 2 décennies. « Merci d'avoir pris une journée de congé de tes tableurs pour être ici. » Quelques-unes de ses amies gloussèrent. « Nous sommes tous si fiers que tu aies un emploi stable et tranquille au gouvernement. C'est un travail important? » J'en suis sûre. Sa voix était imprégnée d'une douceur saccharine, chaque mot soigneusement forgé comme une pique, destiné à me dépeindre comme la personne ennuyeuse et insignifiante. C'était le même ton qu'elle utilisait quand j'avais gagné le concours scientifique de l'État et qu'elle avait qualifié cela de mignon, que j'ai des passe-temps. Mes parents, bien sûr, rirent avec indulgence, le son familier de leur approbation discrète de sa cruauté. Une froideur familière s'installa dans mon estomac. C'est juste comme ça, pensais-je, le poids lourd et fatigué d'une vérité qui se confirmait. Je jetai un coup d'œil de l'autre côté de la salle, et mes yeux rencontrèrent ceux de son nouveau beau-père. Le général Thorne ne riait pas. Il m'observait avec une expression neutre et intensément analytique, comme un puzzle qu'il assemblait lentement. Il vit quelque chose, ou plutôt, il ne vit pas la petite pousseuse de papier ennuyeuse que ma sœur voulait désespérément que je sois. Le rire de Chloé résonna dans la salle, un son familier de rejet décontracté que j'avais enduré toute ma vie. Elle pensait qu'elle portait le coup final parfait le jour de son mariage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de me rabaisser devant l'unique homme sur la planète qui avait briefé la Maison-Blanche sur les retombées de mon dernier tableur ennuyeux. Pour comprendre le salut qui suivit, il faut comprendre la guerre que je menais sur 2 fronts. Pour ma famille, j'étais souris. C'était un surnom né de ma nature tranquille. De ma tendance à lire dans un coin pendant les rassemblements familiaux bruyants, il le disait affectueusement, je pense, mais cela devint une boîte dans laquelle il me mettait petite, tranquille et facilement négligeable. Pendant des années, je ne les ai pas corrigés. Je les ai laissés croire que j'étais Eva, la fille timide avec un emploi gouvernemental ennuyeux, parce que dans mon autre vie, celle qu'ils ne pouvaient jamais imaginer, je n'étais pas une souris, j'étais un fantôme. Je m'en souviens parfaitement. À la fête de fiançailles de Chloé, 1 an avant le mariage, l'événement entier était une extension d'elle-même, bruyant, scintillant et méticuleusement organisé pour les réseaux sociaux. Elle tenait court, exhibant sa nouvelle bague en diamant. Tout en parlant de ses partenariats de marque et de son nombre de followers, je me tenais près de la cheminée, sirotant un verre, quand mon père, Robert, un homme qui voyait le monde en lignes simples et audacieuses, me tapa sur l'épaule. Il voyait la vie de Chloé comme une histoire de succès qu'il pouvait comprendre. La mienne était une série de points d'interrogation. J'avais essayé de leur dire que j'avais un voyage de travail obligatoire prolongé à venir, un que je ne pouvais pas manquer. Encore une conférence de saisie de données. Eva, avait-il tonné, assez fort pour que tout le monde entende. Essaie juste de prendre un peu de soleil cette fois. Gaminet, tu as l'air pâle. Le rejet familier me submergea. Je ne vis pas seulement son visage riant, je vis la cérémonie de remise de bourse qu'il et ma mère avaient manqué pour le tournoi de soccer de Chloé. Je vis les 20 années où il demandait à Chloé chaque détail de sa journée, puis se tournait envers moi avec un simple « Et toi, Eva, tout va bien ?» C'était le poids lourd et fatigué d'une vérité qui se reconfirmait. J'étais le personnage de fond dans leur histoire,
Mon voyage de travail n'était pas dans un centre de conférence dans une ville oubliée, c'était dans une installation d'information compartimentée sensible, ou NECIF, dans un pays que je ne peux nommer. Le monde était l'opposé complet de la fête de Chloé, pas de fenêtres, pas de musique, juste le bourdonnement constant et bas des serveurs et l'air stérile recyclé. Ici, je n'étais pas une souris, j'étais le capitaine Eva Rostova, de l'US Air Force Intelligence. Mon indicatif d'appel était Spectre. Mon travail consistait à voir les schémas que personne d'autre ne voyait, à connecter les points à partir de bribes d'informations et à construire une image qui pouvait garder les gens en vie. Le poids de cette responsabilité était physique, une pression constante derrière mes yeux. Une nuit, la pression était immense. Nous étions dans les heures finales d'une mission codenommée Opération Nightfall. Une équipe d'opérations spéciales était en profondeur dans un territoire hostile, attendant le feu vert pour procéder. Spectre. Nous avons un flux dégradé de l'asset. La voix du commandant de garde était tendue, coupant le silence de la pièce. La fenêtre pour l'opération Nightfall se ferme. Nous avons besoin d'une recommandation go-no-go dans les 90 prochaines secondes. La décision est à vous. Sur mon écran, il y avait des flux de données insignifiantes, mais pour moi, c'était un langage. Je vis un fantôme de signal, un murmure de bavardage électronique qui ne correspondait pas au schéma. C'était une empreinte numérique là où il n'aurait dû y en avoir aucune. C'était un piège. Mes doigts volèrent sur le clavier. Négatif. Commandant de garde, je répète. C'est un no-go. Annuler la mission. Mon analyse montre une haute probabilité d'une embuscade coordonnée au point de rassemblement. Répétez. Annuler la mission. Le silence descendit sur la pièce. Chaque seconde semblait durer 1 heure. Mon cœur battait dans ma poitrine. Si j'avais tort, de bonnes personnes mourraient à cause d'un fantôme dans la machine. Puis la voix du commandant revint, dénuée d'émotion mais teintée de soulagement. Reçu. Spectre. Mission annulée. Restez en attente. 1 heure plus tard, les images satellites confirmèrent. Le point de rassemblement grouillait d'hostile. La voix du chef d'équipe crépita sur les communications cryptées plus tard. Qui que soit Spectre, vous payez les verres quand on rentre. Bonne décision. Un hochement de tête discret de mon CO fut toute la louange que je reçus. Ou dont j'avais besoin. Vous venez de sauver la Task Force Griffin? Capitaine. 2 jours plus tard, j'étais dans mes quartiers stériles et sans traits distinctifs quand un appel vidéo arriva. C'était ma mère, Linda, une femme qui croyait que la paix familiale était plus importante que l'équité. Son visage était un masque de panique fabriqué. Eva, chérie, Dieu merci. Chloé est complètement effondrée à cause des invitations de mariage. La couleur de la police est apparemment un désastre pour sa marque. Elle dit que le calligraphe ruine toute sa vision. Je la fixais simplement, mon esprit rejouant encore les flux de données, le silence haletant avant la confirmation d'annulation. Je venais de naviguer une décision de vie ou de mort pour une douzaine de soldats. Et ma mère me parlait d'une police de caractère. C'est juste dommage que ton travail ne soit pas plus flexible. Chérie, continua-t-elle, inconsciente. Elle a vraiment besoin de toi ici. Je sentis un gouffre vaste et infranchissable s'ouvrir entre nous. Il vivait dans un monde de brunch et d'esthétique de marque, tandis que je vivais dans un monde d'ombre et de conséquences. Ils ne me voyaient pas vraiment. Ils voyaient la fille tranquille et simple qu'ils avaient créée dans leur esprit, celle qu'il était commode de croire. Pendant des années, je les ai laissés avoir leur récit. Je portais le surnom de souris comme un bouclier, parce que mon vrai travail requérait l'anonymat, mais à ce mariage, entourée de gens qui comprenaient le devoir, je réalisais que j'en avais fini de les laisser me définir. Je n'avais qu'à attendre que le système le fasse pour moi. Ma décision n'était pas un grand plan de vengeance. C'était beaucoup plus simple et plus froid que cela. C'était un choix tranquille d'arrêter de participer à ma propre effacement. La stratégie n'était pas du tout une stratégie, c'était simplement un respect du protocole. Chloé et le fils du général Thorne se mariaient au prestigieux Fort Myer Officers Club, un endroit où les règles n'étaient pas suggérées. La procédure standard pour l'accès à la base requérait que tous les invités soient vérifiés pour la première fois de ma vie. Je décidai de ne pas arrondir les angles de mon identité pour mettre ma famille à l'aise. Je dirais simplement la vérité et laisserai le système faire le reste. Le formulaire de sécurité en ligne pour les invités était assez simple. Mes parents et Chloé tapèrent juste leur nom. Quand ce fut mon tour, je remplis les champs requis, Capitaine Eva Rostova, suivi de mon numéro de service,
Cela semblait étrange de taper le nom qui portait tant de poids dans ma vraie vie. Un nom que personne dans ma famille n'utilisait jamais. Je pensais à eux m'appelant Souris. Et un calme étrange s'installa sur moi. Je ne tendais pas un piège. Je pointais simplement. Je cliquais sur Soumettre et sus, avec la certitude d'une analyste professionnelle, que je venais de déclencher une série d'événements inévitables. Une semaine avant le mariage, mon téléphone sonna. C'était Michael Thorne, le fiancé de ma sœur. Je le savais être un homme décent, un avocat du Jack Corps qui, contrairement à ma famille, comprenait que les règles et réglementations avaient des conséquences réelles. Sa voix était teintée d'une réelle inquiétude. Eva, c'est Michael. Je suis vraiment désolée de te déranger. Mais l'aide de mon père vient d'appeler. Il y a un drapeau sur ton passe d'invité. Il hésita, comme s'il essayait de comprendre les mots lui-même. Quelque chose à propos d'une autorisation de programme d'accès spécial nécessitant une vérification au niveau du commandement pour l'entrée. Tout va bien? Les engrenages tournaient, exactement comme le dictait la procédure. Je gardais ma voix égale, professionnelle. C'est bon, Michael? Juste de la bureaucratie gouvernementale. Je fis une pause, puis prononçai les mots que je savais qui résonneraient avec lui. Dis aux liaisons que je le clarifierai via ma chaîne de commandement. Le changement à l'autre bout de la ligne fut immédiat. Il passa de fiancé inquiet à collègue professionnel. Les termes liaison et chaîne de commandement n'étaient pas juste du jargon pour lui. C'étaient les marqueurs d'un monde qu'il connaissait. Un monde dans lequel les histoires de Chloé sur sa sœur ennuyeuse et ses tableurs ne collaient simplement pas. J'ai répondu oui au mariage de ma sœur. Elle pensait qu'elle invitait la souris. Mais selon le département de la Défense, elle venait d'inviter Spectre, et Spectre apportait sa réputation avec elle. La salle de bal du club des officiers était un monde dont ma famille n'avait jamais que rêvé. C'était tout en vieux bois, en laiton poli et en poids de l'histoire. Il s'y mouvait avec une joie désespérée, se prélassant dans la gloire réfléchie du mariage de ma sœur dans une dynastie militaire. Mon père racontait des histoires exagérées à un groupe de majors, tandis que ma mère louait le goût impeccable de Chloé à quiconque voulait l'entendre. Chloé elle-même était radieuse, la reine incontestée de son propre univers, un univers dans lequel j'étais, comme toujours, une servante glorifiée. Eva, sois un amour et apporte-moi un autre verre de champagne, cria-t-elle, sans même me regarder. Les serveurs sont si lents, je murmurai un tranquille, bien sûr, et allai chercher le verre. Cela ne me dérangeait pas, c'était le rôle qui m'était assigné. La partie que j'avais toujours jouée, des années de pratique m'avaient appris à être immobile, à observer et à attendre, et donc j'attendis, je la regardais prononcer son discours, celui dégoulinant de compliments à double tranchant sur ma petite vie tranquille. Je vis les rires condescendants du côté de ma famille, dans la salle, et je vis les regards polis et confus, échangés parmi les invités en uniforme du côté du marié. Ils ne comprenaient pas la blague parce que, pour eux, le manque de respect n'était pas une punchline. Le discours se termina, et un silence tendu et maladroit plana dans l'air un moment. Puis une chaise racla contre le sol. Le bruit était fort dans la pièce soudainement silencieuse. Toutes les têtes se tournèrent. Le général Thorne était debout. Il ne souriait pas. Son visage arborait une expression d'intense concentration, un regard que j'avais vu sur des colonels lors de briefings de mission, juste avant une décision critique. Il se pencha et murmura quelque chose à son fils. « Michael ». Je ne pus entendre les mots de l'autre côté de la salle, mais je vis les faits. Le visage de Michael devint flasque d'incrédulité totale. Ses yeux écarquillés alors qu'il passait de son père à moi, le général se redressa et, sans un regard pour quiconque d'autre, commença à marcher vers notre table. Une énergie joyeuse et expectante bourdonnait dans ma famille. Ma mère ajusta sa robe, un sourire fier fleurissant sur son visage. Mon père bomba le torse, assumant clairement que le général 4 étoiles venait le féliciter pour sa belle famille, pour son magnifique enfant chéri. Il pensait que ce moment était pour eux, c'était toujours pour eux. Ils étaient si occupés à se préparer à recevoir des louanges qu'ils ne remarquèrent pas que le général ne regardait pas Chloé, il ne les regardait même pas. Ses yeux, clairs et concentrés, étaient verrouillés directement sur moi. Il s'arrêta non pas à la tête de la table, mais directement devant ma chaise. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre le faible bourdonnement des lustres. Il se mit au garde à vous, sa posture un cours magistral de tenue militaire, puis, avec un mouvement si tranchant et précis qu'il coupa l'air, il leva la main en un salut. Le bruit de ses talons claquant ensemble résonna dans le silence stupéfait.
Sa voix était une force claire et commandante. Du genre qui s'attendait à et recevait une obéissance absolue, elle remplit chaque coin de la salle de bal. Capitaine Rostova. Le nom, mon vrai nom. Mon grade, frappa l'air et sembla y rester suspendu. Un concept étranger à cette table. Mes parents tressaillirent. Mon personnel de renseignement se réfère encore à votre analyse pendant l'opération Nightfall, comme doctrinale. C'est un honneur de enfin rencontrer l'architecte de ce succès. Il me parlait, mais ces mots étaient pour toute la salle, au nom de chaque âme que vous avez ramenée à la maison. Merci. Il nomma une opération classifiée, il utilisa mon grade, il valida 2 décennies de ma vie cachée en 20 secondes. Pendant un moment, il n'y eut rien, juste un vide de choc pur. Puis, du côté du marié dans la salle, un officier commença à applaudir. Pas bruyamment, mais avec un rythme régulier et respectueux. Un autre se joignit, puis un autre. Ce n'étaient pas les applaudissements sauvages que Chloé avait reçus. C'était une reconnaissance tranquille et profonde de ceux qui comprenaient. C'était un signe de respect pour une collègue professionnelle. Je détournai enfin mes yeux du général et regardai ma famille. Mon père, un homme qui s'était vanté pendant 30 ans de ses 2 années dans la garde nationale, était pâle. La couleur avait drainé de son visage, le laissant paraître vieux et petit. La main de ma mère était plaquée sur sa bouche, ses yeux écarquillés d'une terreur venant d'un monde vu complètement brisé. Et Chloé, son visage était une toile grotesque d'émotions en guerre. D'abord, la confusion, puis la rage jalouse. Et enfin, alors que les applaudissements continuaient et qu'elle restait complètement ignorée, l'humiliation crue et brûlante d'être rendue insignifiante sous son propre projecteur. Elle me regarda vraiment pour la première fois de sa vie. Elle ne regardait pas Souris, elle regardait le capitaine Rostova. Ma sœur avait passé toute ma vie à essayer de me faire sentir petite. Il n'avait fallu qu'un salut d'un général 4 étoiles pour lui montrer à quel point mon ombre était grande. Après le salut, le général Thorne ne me laissa pas échouer dans les décombres de la réalité de ma famille. Il posa doucement une main sur mon coude, son expression celle d'une compréhension tranquille, et me guida loin de la table. Ma famille resta figée. Un tableau de choc et d'humiliation. Il me mena vers un cercle d'autres officiers supérieurs, des hommes, avec des aigles et des étoiles sur leurs épaules, qui me regardaient maintenant avec un respect nouveau et profond. L'introduction du général fut simple, mais c'était tout. « Messieurs, dit-il, sa voix basse mais claire, voici Spectre. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Mon indicatif d'appel était tout mon CV. Ils hochèrent la tête, leurs yeux transmettant un message de compréhension partagée. C'était plus accueillant que toute louange que ma famille m'ait jamais donnée. De l'autre côté de la salle, je regardais l'effondrement final et inévitable. Personne n'approcha la table de ma famille. Ils étaient soudain une île, isolés par une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Je vis Michael se pencher vers Chloé, son visage un masque de déception froide. Je ne pus entendre ses mots, mais je pus les lire sur ses lèvres. Une question qui était à la fois une accusation et un épitaphe pour leur relation. Tu n'en avais aucune idée, n'est-ce pas? Tu n'as même jamais demandé, à cet instant, le pouvoir que ma famille avait exercé sur moi, le pouvoir du rejet, de la ridicule, de me faire sentir petite, s'évapora complètement. Leur monde entier était construit sur l'idée de la supériorité effortless de Chloé, et un fait unique et indéniable venait de démolir toute la structure. 1 an plus tard, le monde paraissait très différent. Le titre de capitaine avait été remplacé par la feuille de chêne d'un major. Mon bureau était au Pentagone, un endroit où le poids de la responsabilité était réel et où le travail comptait. Je me tenais à la tête d'une salle de briefing, plus une souris tranquille dans un coin, mais une leader, mon équipe, ma vraie famille, forgée dans un but partagé et un respect mutuel. Écouter avec une attention captivée alors que je détaillais les intricacies d'une nouvelle menace globale. Il ne voyait pas une pousseuse de papier ennuyeuse. Il voyait le major Rostova, une autorité dans son domaine. Il valorisait mon esprit, pas mon lignage. Dans leurs yeux concentrés, je trouvais l'acceptation que j'avais depuis longtemps cessé de chercher à la maison. Un après-midi, un email atterrit dans ma boîte de réception. Le nom de l'expéditeur était Chloé. J'hésitai un moment, puis l'ouvris. C'était un long message décousu rempli d'apitoiements sur soi et d'excuses. Le mariage, comme je l'avais suspecté, n'avait pas duré 6 mois. Sa carrière d'influenceuse avait fléchi. La vie scintillante qu'elle avait organisée paraissant maintenant creuse et désespérée.
L'email était une faible tentative de non-excuse, plein de phrases comme c'était tout un malentendu, et se terminant par la seule question qui révélait qu'elle n'avait toujours pas compris. Pourquoi ne nous as-tu pas juste dit que tu étais une sorte de grosse pointure? Je lus les mots, et je ne ressentis rien. Pas de colère, pas de satisfaction, juste un détachement calme et tranquille. La question qui m'aurait déchiré des années auparavant semblait maintenant pathétique. Sa validation n'était plus une monnaie dans laquelle je dealais. Ma paix était la mienne, gagnée dans le silence et la solitude. Son opinion n'avait plus de pouvoir sur elle. Je déplaçais mon curseur sur le bouton d'archive et cliquais sans une seconde de réflexion, me tournant vers les cartes classifiées étalées sur mon écran. Ma relation avec le général Thorne, cependant, s'était approfondie en un mentorat. Il m'appela dans son bureau quelques semaines après ma promotion. C'était un bureau d'angle avec vue sur le Washington Monument, rempli d'une vie de service. Sur son bureau, à côté d'une photo de ses petits-enfants, il y avait une petite photo encadrée de ce mariage désastreux. Il y fit un geste avec un sourire triste. C'était le jour où mon fils a vu à quoi ressemblait le vrai caractère, dit-il. Il est meilleur pour cela, même si c'était une leçon dure. Il me regarda alors directement, son regard ferme et plein de respect. Et pour ce que ça vaut, tout l'état-major du commandement est meilleur de vous avoir. Ma sœur croyait qu'un legs était quelque chose dans lequel on se mariait. J'ai appris qu'un vrai legs est quelque chose qu'on construit en silence et qu'on fait reconnaître en public. Si vous avez déjà dû prouver votre valeur à des gens qui refusent de la voir, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre expertise est toujours reconnue.